vérités scientifiques sur l'origine de l'albinisme n'empêchent pas, en ces jours, la persistance des imaginaires dans la société congolaise. Nous écoutons Madame, ou l'anthropologue, Brigitte Iyeli, pour plus des explications. Bonjour Madame. Bonjour. Selon l'OMS, les personnes vivant avec albinisme ne forment pas un groupe social distinct ou identifié. Êtes-vous de cet avis? Je pense qu'il faut comprendre que l'OMS a une vision globale des choses. Et être de cet avis, c'est-à-dire que l'OMS prend les réalités de l'Est, de l'Ouest, du monde entier pour le mettre ensemble et formuler une théorie. En ce qui me concerne, pour comprendre l'OMS, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas généraliser cette théorie, mais on doit plutôt l'appliquer dans chaque contexte. Si vous allez par exemple chez les Amérindiens, un enfant albinos qui naît, c'est une grâce divine, c'est une providence, c'est une valeur esthétique et la famille est en fête et c'est la joie. Par contre, si vous quittez ce monde-là, vous venez de l'autre côté, en Afrique centrale, en RDC ou à Kinshasa particulièrement, quand il y a naissance d'un enfant albinos, ça peut être un motif de divorce parce que le père peut répudier la maman au motif qu'il m'a donné un enfant albinos. Et pour protéger son mariage, la maman peut prendre l'enfant, le léguer chez ses parents ou dans un centre ou le jeter carrément dans la rue. Par rapport à cette perception, vous voyez que chez les Amérindiens, c'est une joie. Quand vous venez chez nous, c'est de la honte, c'est de la sorcellerie, comme on a dit, c'est le revenant, c'est la transgression des interdits. Et tout cela, ça fait que la personne qui vit avec l'albinisme gêne la société et déstabilise même la société quand il y a des familles qui se disloquent. Et dire que ce n'est pas un groupe à part, en RDC, vous n'avez qu'à regarder combien existe-t-il des associations qui militent pour le bien-être, le respect des droits des personnes qui vivent avec albinisme. Et même au sein de l'OMS, il y a même des conventions internationales qui prônent le respect de personnes qui vivent avec albinisme. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent quelque part que c'est un groupe marginalisé, c'est un groupe discriminé qu'on doit protéger, qu'on doit promouvoir les droits pour le ramener à vivre comme tout être humain. Et pourquoi les personnes vivant avec albinisme s'efforcent ou se sentent forcées de se faire reconnaître, pourtant d'après l'OMS, ils ne forment pas un groupe de personnes distincts? Et oui, justement, c'est ce que je viens de dire. Il faut contextualiser. Nous sommes dans un contexte où les croyances, la perception, les étiquettes, les préjugés, tout ça place la personne vivant avec albinisme au second rang. Il n'est pas comme la personne avec la peau noire et on lui colle toutes les étiquettes, on lui colle tout le malheur de la famille, on lui colle la misère de la famille et qu'on sort. C'est dans ce sens-là que vous voyez que dans les contextes de la RDC, on ne dira pas que ça forme un groupe, ça ne forme pas un groupe à part. Ça forme quand même un groupe où les gens sont en train de se chercher. Il y a des maisons d'hébergement ou des protections de personnes qui vivent avec albinisme. Il y a même une loi de protection de personnes vivant avec albinisme. Pourquoi l'État doit prendre une loi s'ils sont comme tout le monde? C'est-à-dire qu'il y a quand même un groupe, on trouve que c'est un groupe qui a des problèmes spécifiques, des problèmes spéciaux que le gouvernement doit résoudre, que les associations doivent résoudre, que les personnes vivant avec albinisme elles-mêmes doivent aussi résoudre pour vivre à l'aise, pour vivre épanoui dans cette société congolaise, dans cette socioculture congolaise. Et pouvez-vous retracer l'origine de croyances sur les personnes vivant avec albinisme ici en RDC et si l'évolution?
À l'origine, ça relève de nos us et coutumes, ça relève de croyances. Vous voyez qu'avec la colonisation, on a pensé à un moment que les femmes s'étaient prostituées pour enfanter des enfants blancs, qu'on appelle des albinos. Et c'était une forme de rejet parce que les colons, on ne les a pas supportés. Et en plus de cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous avez un sorcier à la maison, vous savez comment on traite les sorciers dans notre société ici. Ouais. C'est les rejets, c'est les injures, c'est vraiment la marginalisation à outrance. Et si on dit c'est quelqu'un qui vous apporte la malchance, quelqu'un qui est venu au monde par la transgression des interdits par sa maman. Sa maman n'a pas respecté les interdits de la coutume, les interdits sociaux, les interdits culturels. Et cet enfant est venu. Vous voyez que c'est un enfant qui vient briser l'harmonie sociale. C'est un enfant qui vient créer des problèmes au sein de la société. Et c'est un enfant qu'on aime peu, qu'on cherche à détruire. C'est pour cela qu'il y a tous ces rites-là, qu'on doit les tuer, qu'on doit, je ne sais pas, exorciser, qu'on doit, pour le ramener quand même à une personne, exorciser cette sorcellerie, exorciser cet esprit des ancêtres qui est revenu. Et tout cela, vous comprenez que c'est une personne qui est venue avec des problèmes. Et lui-même, ou elle-même en tant que personne, se sent mal aimée. Quand on se croise comme ça et que par mégarde, nos bras se croisent et les gens crachent. Et les gens qui vont jusque plus loin pour dire ne revenez pas dans notre famille. On crache pour que toi tu ne reviennes pas dans notre famille. C'est-à-dire qu'il y a une certaine contagion surnaturelle qu'on doit éviter. Et bon, voilà, tout cela, ça ne se dit pas avec tout le monde. Ça ne se dit pas avec des gens qui ont la peau noire. Ça se dit avec des gens qui forment d'une manière ou d'une autre un groupe à part. Et ces gens-là qui se sentent un peu mal aimés, qui se sentent rejetés, qui se sentent stigmatisés, développent en fait des comportements pour se rassurer, en fait des défenses quoi. Des défenses pour se dire que d'une manière ou d'une autre, pas d'une manière ou d'une autre, nous sommes des êtres humains. Et nous devons nous comporter comme des êtres humains. Nous avons nos droits, nous avons nos devoirs et nos droits doivent être respectés. C'est pour cela qu'il y a des lois maintenant au niveau international, au niveau de l'Afrique régionale, au niveau interne du gouvernement congolais. Nous avons des lois qui protègent, qui font la promotion de personnes qui vivent avec albinisme. Et quelles pistes de solutions proposez-vous pour l'intégration de personnes vivant avec albinisme dans notre société congolaise? Eh bien, les lois existent, mais l'existence de lois, c'est une chose. L'application des articles de loi vaut la peine. Ouais. On a besoin de l'application de ces articles. Nous avons déjà pas mal des associations qui militent pour la promotion ou des droits des personnes vivant avec handicap. Il faut vraiment les encourager. Il faut aussi une bonne conscientisation au niveau de la société. C'est là où je parle souvent de la psychologie sociale, au niveau de la société, pour amener les parents, les familles, l'entourage à accepter l'enfant albinos et à se comporter envers cet enfant comme on le fait avec tous les autres enfants. Je vais vous donner un exemple, une piste de solution. Au Gabon, il y avait toutes ces étiquettes, il y avait toutes ces marginalités de la personne qui vit avec albinisme. Et qu'est-ce que le gouvernement gabonais a fait? Ces gens qui ne meurent pas, qui disparaissent, qui sont des ancêtres, qui sont des revenants. Alors, pour tranquilliser, pour promouvoir leur intégration, ils ont opté pour la médiatisation des obsèques de personnes qui vivent avec albinisme. Et de cette façon-là,
on voit le funérail, on voit la tombe, on voit comment on enterre. Et finalement, les gens se sont ressaisis. De plus en plus, les gens se ressaisissent pour dire « Ah ben non, on était dans l'erreur. Ce ne sont pas des gens qui disparaissent. Ce ne sont pas des gens, des revenants. Ce ne sont pas des gens mystiques ou mystérieux comme on les pense. Ce sont des êtres humains qui ont des problèmes de santé et au niveau de la peau, au niveau des yeux, au niveau des cheveux, mais qui ont toutes les capacités comme tout être humain et qui peut contribuer à la construction, au développement de la nation. Voilà. Et vous pensez qu'on doit bannir toutes ces croyances africaines qui portent préjugés sur les albinismes? Mais si ce sont des croyances, si ce sont des comportements destructifs, on doit lutter contre ces comportements, contre ces croyances et chercher à le transformer ou chercher à les contrer pour mettre en place des stratégies qui construisent, qui promeuvent, qui développent la vie de la personne qui vit avec l'albinisme. On ne doit pas continuer parce que ce sont des croyances et on a hérité ça des ancêtres et qui continuent à détruire la vie parce que c'est un héritage, on le garde. Non, on doit chercher à améliorer la façon de vivre parce que c'est un être vivant qui doit se développer elle-même, qui doit développer sa famille, qui a tout le droit et qui doit aussi contribuer au développement de la nation. Quelle projection faites-vous de personnes vivant avec albinisme 10 ans après? Après 10 ans. Après 10 ans, je pense que les choses vont réellement évoluer positivement. Et dans notre pays, on n'avait pas un ministère recherche de personnes vivant avec handicap, incluant de personnes avec albinisme. Maintenant, on a ce ministère. C'est déjà quelque chose. Et avec la nomination c'est François Kassanga Okissa comme secrétaire général du ministère, c'est déjà un pas. Nous avons des journalistes comme vous, c'est déjà beaucoup. Nous avons des étudiants porteurs d'albinisme dans les campus universitaires qui font des études supérieures, qui se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est déjà beaucoup de choses, mais on est au début, on doit continuer. Il faut continuer avec la sensibilisation, que l'État met la main dans la pâte, qui passe vraiment à l'application, qui met en place des stratégies pour appliquer tout ce qu'il a mis dans la loi organique. Et bon, il y a des associations aussi qui y travaillent et vous les journalistes, continuez à nous sensibiliser et nous au niveau des universités, nous continuons à sensibiliser et plus encore encadrer. Il y a beaucoup d'étudiants, moi j'ai 3 étudiants que j'encadre et qui travaillent sur la question de personnes vivant avec handicap et des personnes vivant avec albinisme. Et la science produit des connaissances. Ces connaissances, nous devons travailler avec des organisations, avec le gouvernement pour aussi faire connaître toutes ces connaissances que les scientifiques sont en train de produire et les couler sous forme de matières, de modules de sensibilisation. Et voilà, avec tout ça, je crois que la main dans la main, gouvernement, associations, les scientifiques et les personnes elles-mêmes, les personnes porteuses d'albinisme elles-mêmes, travaillent la main dans la main. Et je crois que dans 10 ans, on va vraiment évoluer. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie. Pour dire vrai les choses, sachez que la marginalisation de ces personnes vivant avec albinisme fait naître le malaise identitaire chez ces derniers. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à la prochaine.